90 minutes de direct, nous aurons l'occasion de passer au peigne fin toute l'actualité sportive d'ici et aussi ailleurs. C'est dans votre émission La Grande Team. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les grandes lignes avec le sommaire. Sommaire. Au programme de La Grande Team ce soir, LGT News. Football ivoirien. Êtes-vous pour ou contre l'application immédiate du cahier de charge? On en parle en actu. Toute l'équipe de la 3 vous souhaite une bonne émission sportive. Nous aurons justement une question LGT qui nous accompagnera en cours d'émission. Football ivoirien, êtes-vous pour ou contre l'application immédiate du cahier de charge? Vous connaissez les différents moyens pour vous exprimer. Soit vous nous écrivez sur la page Facebook de la 3, vous donnez votre avis. Vous pouvez nous appeler aussi au 27 21 59 93 99. On débute véritablement avec LGT News. LGT News. Débutons les news avec les activités du ministère des Sports. 5000 jeunes formés bientôt au métier du sport. Le hall des sports de Trècheville a servi de cadre au lancement officiel du projet de formation de 5000 jeunes au métier du sport. C'était hier en présence du ministre Paulin-Claude Danhaut et des ministres de la promotion, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, ainsi que de Kofi Nguessan de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ce sont au total 28 corps de métier liés au sport qui ont été proposés aux jeunes pour ce programme initié par le gouvernement. À noter que les jeunes âgés de 18 à 40 ans sont concernés par ce projet. Ils disposeront de 15 jours pour s'inscrire en ligne ou physiquement dans les directions régionales. LGT News. Judo Open de Niamey. 5 médailles pour la Côte d'Ivoire, crémées en or. Le judo ivoirien a confirmé sa bonne santé à l'Open de Niamey samedi dernier au Niger avec 5 médailles, dont une en or et 4 en argent. En effet, après avoir brillé à l'Open international d'Abidjan, les judokas ivoiriens ont remporté 5 médailles, dont une en or et 4 en argent. La médaille d'or a été remportée par Kobena Kofi Crémé dans la catégorie des moins de 100 kilos. C'est sa deuxième médaille d'or continentale de la saison. En décrochant ce titre dans la capitale nigérienne, l'Ivoirien engrange encore 100 précieux points pour la course à la qualification pour les JO de Paris 2024. En une semaine, il a récolté 200 points avec 100 obtenus à l'Open d'Abidjan. Une belle moisson donc pour le judo ivoirien. LGT News. Rugby, Africa Men's Seven. Les éléphants terminent en bronze. La Côte d'Ivoire s'est classée 3e au tournoi préqualificatif rugby à 7 masculin des JO 2024 à Paris. Les éléphants ont battu en match de classement le Ghana 28-10. Une victoire qui qualifie la Côte d'Ivoire pour le prochain tournoi qualificatif pour les JO 2024 à Paris. Avant cette rencontre face au Ghana, la Côte d'Ivoire a dominé 12-10 l'île Maurice, pays organisateur, en quart de finale. En demi-finale, la team ivoire s'est inclinée face au Nigeria 12-20. En phase de poule, les éléphants avec 2 victoires et une défaite ont terminé 2e au classement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire a réalisé une belle performance à cette compétition. Le tournoi final qualificatif est prévu pour septembre 2023 au Zimbabwe. LGT News. Football, Division 3, affaire Donkov ES Agboville. La commission de recours a tranché. La commission de recours de la Fédération ivoirienne de football a tranché en faveur de Donkov à Tiéguacro dans l'affaire qui l'oppose à l'entente sportive d'Agboville. La première décision de la commission de discipline avait donné raison au club de l'Agnébitiassa. Avec ce nouveau jugement, c'est l'équipe de Donkov qui se qualifie automatiquement pour la Ligue 2 après avoir gagné sur tapis vert l'entente sportive d'Agboville. La prochaine voie qui s'ouvre désormais à l'USA n'est autre que le tribunal arbitral du sport. LGT News.
Ben Badi Caravan Foot 2023. 400 jeunes talents mobilisés à Bouaké. La ville de Bouaké a vibré le week-end dernier avec le projet de détection initié par l'ancienne gloire du football ivoirien, Abdoulaye Traoré. Ils étaient au nombre de 400 issus de 10 centres de formation à participer au Ben Badi Caravan Foot, un tournoi de football destiné aux U17 de cette localité. Au terme des matchs âprement disputés, sous l'œil vigilant du responsable des recrutements Billy Frank, 14 joueurs ont été sélectionnés pour la grande finale de cette caravane. La prochaine étape est prévue à Abengourou du 7 au 9 juillet. Les villes de Divo, Bonois, Dimbokro, Daloa, Sidematiali, Aboisseau, San Pedro et Dabou seront visitées par la caravane. La finale de cette 5e édition est programmée pour le 25 novembre. Voilà, en première partie d'émission, pour le débrief des news, on aura Yellow et Balo. Bonsoir madame. Bonsoir Marie-Christine. Ça va. Comment vous allez? Ça va, super bien. Ça Très va. bien, oui, ça se voit, surtout avec la belle couleur de Yellow ce soir. Bon, comme d'habitude. Merci beaucoup, Marie. Vous êtes très belle aussi. Merci, ma chérie. Yellow, on parle de Seko Fofana. Normalement, c'était prévu qu'il parte en Arabie Saoudite, mais apparemment, c'était qu'une simple rumeur. L'hypothèse du départ de Seko Fofana semble se confirmer. Le joueur de Lens pourrait partir du côté de l'Arabie Saoudite, qui, depuis un certain moment, attire les grosses stars du football mondial. C'est vrai que Seko Fofana avait la possibilité de participer avec son club pour la Ligue des Champions. Mais entendre le montant de son transfert du côté de l'Arabie Saoudite, il ne faudrait pas véritablement réfléchir à cela. Parce que du côté de Lens, je crois qu'il reçoit, il est payé à 2,28 millions d'euros la saison en brut et sans les primes. Et du côté de l'Arabie Saoudite, on lui promet un salaire de 15 millions d'euros nets. Je crois qu'il n'y a pas matière à réfléchir. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de confirmation du départ de Seko Fofana du côté de l'Arabie Saoudite parce que son contrat durait pour 2026 et pour que le club le libère, il faudra que Al Nasser puisse débourser une somme de 40 millions d'euros. Donc, on attendra de voir si ce transfert-là sera effectué du côté de l'Arabie Saoudite. Une somme colossale, là, c'est évident. Oui, oui. Balo, 5000 jeunes formés bientôt au métier du sport. Oui, très bonne nouvelle pour les jeunes. Et bien, il faut savoir qu'il y a 28 professions qui vont composer le package de formation en question, notamment des métiers comme les métiers de fabricants d'articles et équipements de sport, des reporters photographes, des agents d'accueil, des stadiers, des contrôleurs d'accès, des opérateurs vidéosurveillance et des moniteurs sportifs. Donc voilà ainsi les professions auxquelles les jeunes, les 5000 jeunes seront formés. Il faut dire que ce projet intervient après le lancement de l'édition 2023 du programme dénommé Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, qui va impacter 15 900 jeunes ivoiriens. C'est déjà quand même colossal. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un programme, d'un projet gouvernemental, le programme jeunesse du gouvernement, qui ambitionne d'offrir 1 500 000 opportunités de formation et de financement de projets. Donc on voit ainsi que le cadre pour créer ces emplois-là a été créé à travers le recrutement de ces 5000 jeunes. Et c'est une bonne nouvelle de savoir que les jeunes seront formés pour avoir de l'emploi, parce que aujourd'hui, le chômage est une plaie véritable de la société ivoirienne qui va s'estomper petit à petit à travers ces différents programmes. Et quand on parle de jeunes, quand on parle de jeunesse, la tranche d'âge est comprise entre 18 à 40 ans, c'est ça C'est cela, c'est cela. Oui. Et ils disposeront de 15 jours pour s'inscrire en ligne ou physiquement dans les directions régionales, si c'est absolument, c'est ça, oui. Yellow, on ajoute cette information. Je crois que c'est une très belle opportunité pour ces jeunes-là. C'est vrai qu'il y a certaines organisations ou certaines écoles, notamment l'INJS, qui donne la possibilité aux jeunes qui fréquentent cette école, notamment, de pouvoir insérer rapidement et facilement les corps de métier du sport, mais de l'étendre à un niveau, à une échelle nationale, de permettre à des jeunes de pouvoir insérer les différents corps de métier qu'a cité Balo. Je pense que c'est une très belle
très belle opportunité. On aura beaucoup plus de jeunes qui seront intéressés au métier du sport parce que c'est un registre peu connu. On connaît des athlètes, on connaît des footballeurs, mais je pense qu'il y a une grande industrie qui se fabrique derrière les sportifs et y associer la jeunesse ivoirienne, je pense que c'est une très belle opportunité pour ces jeunes-là. Bon, on reste avec la jeunesse, hein. Comme l'a dit le président de la République de Côte d'Ivoire, cette année, c'est l'année de la jeunesse. Et avec vous, on poursuit avec la caravane de Ben Badi, Caravane Foot 2023. Oui, alors la caravane de l'ancien joueur Ben Badi a jeté son dévolu sur la ville de Bouaké. Il faudrait dire que c'est une caravane qui va sillonner principalement différentes villes de l'intérieur du pays, entre autres Bouaké, il y a Dimbokro, Sinématiali, Divo, à Bengourou, à Boasso, San Pedro et Dabou. Alors, c'est un projet de détection de jeunes footballeurs âgés de moins de 17 ans et dont le rêve est d'embrasser une carrière footballistique. Mais c'est surtout un projet pour lutter contre l'immigration clandestine quand on sait que nos footballeurs, très souvent moins encadrés ou peu encadrés, rêvent d'évoluer du côté de l'Europe et ils rencontrent très souvent des agents véreux. Je pense que cette caravane-là est très bien pour pouvoir permettre aux jeunes Ivoiriens de rester en Côte d'Ivoire, de savoir qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir de bonnes détections, on peut avoir une très bonne trajectoire footballistique parce que, comme le disait l'élément, il y a des détecteurs qui font partie de la caravane, qui permettent à des centres de formation de pouvoir compétir entre eux, de pouvoir trouver des pépites et pourquoi pas les faire évoluer ailleurs. Donc, félicitations à M. Ben Badi qui a instauré cette caravane-là. Elle a sa 5e édition. On espère qu'elle pourra continuer encore sur le plan national. Oui, les villes touchées seront donc les villes de Divo, de Bonois, de Dimbokro, d'Aloa, Sinématiali, Aboasso, San Pedro et Dabou qui seront visités par la caravane. Et la finale de cette 5e édition est programmée pour le 25 novembre. Oui, très belle initiative. Il faut savoir que la détection permet un renouvellement de génération en ce qui concerne le football. La Côte d'Ivoire est un pays africain qui a un grand vivier de talent, qui n'est pas pour le moment exploité de manière extrême, de manière plus approfondie. Et ces campagnes de détection s'inscrivent justement dans l'exploitation de ce gros vivier de joueurs-là. Donc c'est très bien, c'est une très bonne initiative. La détection va permettre de pouvoir tout simplement emmener ces jeunes-là vers des centres de formation bien structurés, leur apprendre le b.a.-ba d'un joueur, de ce que c'est qu'un joueur professionnel, à savoir la tenue, de la nutrition, tout un certain nombre de choses entre lignes de compte. Donc c'est une très très bonne initiative de Ben Badi, qui a été un grand joueur à l'échelle nationale et qui veut, pourquoi pas, permettre à des jeunes de pouvoir avoir le standing qu'il a eu, de pouvoir avoir la carrière qu'il a eue. Et c'est une chose assez louable de sa part, en tout cas. Bah, félicitations, en tout cas, à Ben Badi. Nous, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la pub. Vous ne bougez surtout pas, parce que dans quelques instants, on aura au focus, on recevra M. Ngamblé Konaté, promoteur des étoiles du football ivoirien. Ça sera seulement dans quelques minutes. On y va pour la pub. Easy Gym, saison 2. Vous souhaitez brûler des calories? Avoir un corps de rêve? Exercice pratique et efficace. Easy Gym est une émission de fitness à travers laquelle on vous montre comment faire le sport aussi facilement. Moi, c'est coach John Bowler. Je suis coach Mariam. Easy Gym, saison 2. À voir sur la 3. Du lundi au vendredi à 18 h. Rediffusion le lendemain à 6h15. La 3. Nous offrons 3 fois plus de sport. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il gagne! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litres. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure.
faut appeler et gagner, surtout jouer. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je disais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Vous faites très bien de nous suivre de plus en plus nombreux. Nous sommes en direct et ce jusqu'à 22 h, toujours avec Balo et Yellow. Et il est l'heure de passer au focus. Pour le focus de ce soir, nous faisons un point sur la distinction des meilleurs acteurs de la saison de football. Et ce sera avec nos invités de ce soir, M. Ngamblé Konaté, promoteur des étoiles du football ivoirien, et Wotro Patrick, footballeur, liste de Sassandra. On les reçoit à présent. Pour l'entrée, bonsoir messieurs, installez-vous confortablement. Et vos micros. Bonsoir monsieur Ngamblé Konaté. Bonsoir Marie-Christine Begré. Comment vous allez? Merci, ça va très bien, ça va. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Placez bien le micro. Très bien, vous. Très bien. Bon, on est ravis de vous revoir sur le plateau de la Grande Team. Ça n'a pas trop duré. Ouais, juste l'annonce de l'événement. L'événement a eu lieu et on est là pour le point. Alors, comment c'était? On est très heureux d'être avec vous. Bonsoir à Balo. Bonsoir à Bonsoir Ngamblé. On se voit très souvent au Stade Robert Champrou, souvent sous la pluie et tout, mais bon, très heureux de vous revoir. Ngamblé Konaté, il a toujours un petit commentaire à côté. D'accord. Comment était la cérémonie? Elle s'est bien déroulée, elle s'est bien passée. On est forcément satisfait. Oui. Donc voilà. Et au nom du comité d'organisation, je voudrais vous dire infiniment merci. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Oui, oui, à quel niveau se situent les points de satisfaction? Alors, il y a 2 points de satisfaction. Le premier point est relatif donc au nommé. Vous savez que l'année dernière, nous avons fait cette cérémonie le 30 juillet, donc 1 mois et demi après la clôture des différents championnats. Ceux qui avaient été nommés n'étaient pas présents en majorité. Le défi cette année, c'était d'organiser la cérémonie un peu comme le trophée UNFP, c'est-à-dire à la fin donc, des compétitions, de sorte que les nommés soient effectivement présents. Ça, c'est un premier point de satisfaction. Tout le monde était présent pratiquement, sauf Seko Fofana, qui n'était pas là, qui est à l'étranger, bien évidemment, le lauréat donc, dans la catégorie des meilleurs joueurs ivoiriens évoluant donc, à l'étranger. Sauf, on va dire, qui d'autre qui n'était pas présent. Bon, ceux qui étaient véritablement indisponibles. Oui, ceux qui étaient véritablement indisponibles, qui n'étaient pas là. Clément Franklin, le meilleur arbitre, qui n'était pas là, mais parce qu'il est à la CAN U23 en ce moment. Et puis Sina Mustafa, qui n'était pas là, qu'on a honoré, mais parce qu'il n'est plus de ce monde. Il est décédé le 5 mars dernier. On a tenu quand même à honorer sa mémoire. Voici donc ceux qui étaient absents. Sinon, à part ces 3-là, tout le monde était là. Et avec un peu de recul. Oui, Yellow, je vous laisse poser votre question. Deux points de satisfaction. Oui, bien sûr. Le deuxième point, c'est qu'on a commencé à l'heure. Bien sûr, le deuxième point, c'est qu'on a commencé à l'heure. On avait donné 20 heures comme heure de rendez-vous. Ça fait que beaucoup de personnes sont venues un peu plus, on va dire, après 20 heures. Ils se disaient que, bon, mais écoutez, c'est les cérémonies, c'est l'heure africaine et tout. On a démarré à 20h00, un peu comme un match de football qui démarre à 18h30 sur la 3, à 18h30. Donc, on a démarré à 20h00. La cérémonie a fait 1h30, 90 minutes, un peu comme un match de football. Il y a eu un temps additionnel qu'on a utilisé pour prendre le cocktail. Voilà. Justement, pourquoi on n'avait pas organisé la cérémonie le week-end? Parce que pour le vendredi, par exemple, nous, on a la Grande Team. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on va songer à ça. Mais bon, c'est la date qu'on avait arrêtée, le vendredi. Ben, bon, je ne sais pas, peut-être on va y songer la prochaine fois. On avait choisi le vendredi, mais tout comme l'année dernière également, on avait fait la cérémonie le vendredi. Apparemment, on aime le vendredi, mais bon. Bon, là, ça sera samedi l'année prochaine pour que nous, on puisse être présents. On verra, absolument, parce qu'on tient à ce que vous soyez là. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui a milité en faveur des lauréats, ceux qui ont été primés? Alors, c'est vrai que je ne suis pas du jury, mais bon, les décisions ont été motivées le jour de la cérémonie, parce que les différents trios ont donné donc leur verdict. Et si vous voulez, on prend quelques exemples. Vous prenez par exemple le Ballon d'Or, dont Ouattara Brahima. Il n'a joué que 13 matchs. Il a inscrit 13 buts. Quand il venait au RCA, son équipe était 15e, donc avant-dernier. Il a porté cette équipe et ils ont terminé 6e au classement final.
Ouattara Brahima qui a brillé donc, durant cette saison. Et puis il faut également dire que le ballon d'or, c'est beaucoup plus simple et individuel, donc lié à la valeur intrinsèque du joueur. Et là, c'est indéniable. C'est vrai que Zouzou Pakom a été bon avec la SEC. Pareil également pour Dibi Gauthier-Béranger. Mais le jury donc, a choisi, après des débats qui étaient houleux, a choisi donc Ouattara Brahima. Vous avez donc Wotro Vignon Patrick qui est là, le meilleur espoir de la Ligue 1. Il a joué seulement que 22 matchs, mais 15 en tant que titulaire. Il a claqué 9 buts pour sa première saison en Ligue 1, dont 3 doublés et un triplé. Ça lui fait 9 buts au total. En plus, c'est le seul dans le trio qui avait été donc donné. Il y avait Doumbia Arafat, Wotro Vignon Patrick et bien évidemment l'excellent Djira Blaye. Mais c'est Wotro Patrick qui a gagné. Mais si vous remarquez bien dans ce trio-là, il était le seul qui avait été choisi par Aïdara Soalio pour aller au CHAN. Ça prouve qu'il est vraiment bon, il est excellent. Il n'a pas beaucoup joué pour des bobos souvent. Mais à chaque fois qu'il a joué, Marie-Christine Begré, à chaque fois que Wotro Vignon Mathieu, voilà, Patrick bien sûr, Wotro Vignon Mathieu Patrick a joué. Lys a toujours gagné. Lys n'a jamais perdu lorsque Wotro Vignon Mathieu, Patrick Mac. Voilà. Vous pouvez dire un seul prénom. Oui, j'aime bien tout ce nom parce que son père, c'est Wotro Vignon Mathieu. Et il a fait appeler donc ses enfants Wotro Vignon Mathieu Patrick. Vous avez Wotro Vignon Mathieu Pan. Voilà. Donc, j'apprécie ça en fait. Et Patrick, est-ce que vous vous attendez à avoir ce prix? Bon, en toute honnêteté, j'étais dans un trio de bons joueurs. Djiri Abdoulaye, Doumbia Arafat, ce sont vraiment de très bons joueurs. Et le micro, s'il vous plaît. Oui. Tellement que je doutais, j'ai refusé même de partir avec ma famille. J'ai dit à ma mère, non, je ne vais pas partir avec vous et puis je vais perdre. Ça ne sera pas intéressant. Oui. Donc, je ne m'attendais pas à remporter ça. On peut rapprocher un tout petit peu le micro pour mieux vous entendre. Donc, je m'attendais pas... Elle est beaucoup plus habituée au ballon, quoi. Oui, ça se voit. Oui, allez-y. Donc, je ne m'attendais pas à remporter ce prix, mais en même temps, je sais que je n'ai pas été mauvais durant cette saison. Pour ma première saison, même si je n'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai fait quand même un peu le nécessaire pour participer à ce trio-là, pour être parmi les nominés. Et j'ai été vraiment fier, vraiment content d'être le vainqueur de ce trophée-là. Et nous aussi, on est fiers de vous et on est ravis pour vous. Félicitations encore. Oui, Balo, une question. Félicitations. J'ai deux questions pour Wotro Patrick et pour Ngamblé. Je vais commencer par Ngamblé. J'aimerais savoir quelle est la part des performances collectives, parce que c'est vrai que vous avez évoqué des stats, mais quelle est la part des performances collectives dans toute la désignation des différents lauréats? Oui, forcément. Alors, Babou Eric aurait dû être sur ce plateau quand même pour répondre à votre question. Mais par exemple, lorsque vous prenez l'équipe type, vous avez des joueurs qui n'ont pas été primés individuellement, mais qui, parce qu'ils ont quand même fait une belle saison, donc avec leur équipe, de façon collective, ils sont dans l'équipe type. Voilà, donc il y a forcément une part donc, en ce qui concerne les performances collectives. Quand on prenait Julien Chevalier, par exemple, eh bien, c'est parce qu'il a remporté tout ce qu'on sait avec la SEC-MOSA au niveau du championnat. Chevalier qui était présent à la cérémonie. Oui, qui était présent à la cérémonie avec toute sa famille et tout. Donc, c'est quand même 17 victoires, 12 nuls, une seule défaite face à Boaké, FC lors de l'avant-dernière journée de championnat. Ça, ce sont les performances collectives de la SEC-MOSA qui ont permis donc à Julien Chevalier de l'emporter face quand même à Djalal Radouane, qui le méritait aussi. Il a été plus ou moins constant. Donc voilà un peu les performances collectives qui peuvent, donc, on va dire, profiter à un lauréat. Voilà. La deuxième question. Et par rapport à Wotro Patrick, félicitations pour son prix, mais félicitations aussi pour le CHAN. C'est vrai, il disait qu'il avait un peu peur d'aller à la cérémonie, mais est-ce que, vu ta performance au niveau du CHAN, tu t'es pas dit qu'il y avait de grandes chances quand même de remporter ce prix-là? Bon, les performances au niveau du CHAN, le CHAN c'est différent de la Ligue 1 CIV. La Ligue 1, la cérémonie des étoiles récompense les acteurs de la Ligue 1, même pas du CHAN. Donc, ça fait partie de tes performances globalement, je veux dire. Oui, bon, c'est vrai aussi. Le but que je marque contre l'Ouganda, qui est un beau but, je pense que ça m'a aussi aidé à remporter ce trophée-là. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, Konaté, Ngamblé Konaté, je prononce bien, non? Absolument, Ngamblé Konaté. Ngamblé qui veut dire en fait jumeau. Et parmi les jumeaux le plus petit. Donc vous avez Ngana et puis Ngamblé. Voilà. Vous êtes jumeaux? Je suis jumeau, mon frère jumeau c'est Ngana Konaté. L'homme des Aquas, en fait c'est lui qui a révélé les Aquas.
Il était correspondant à la RTI à Daloa. Et c'est lui qui a fait le reportage aussi, Zakwa, qui, chaque année... Pour la Saint-Valentin. Bien sûr, pour la Saint-Valentin. C'est bien, on a la bonne information. Donc moi, j'aimerais vous demander, en fait, après que le bilan est positif, vous l'avez dit, mais il y a forcément des choses qu'on prévoyait améliorer pour l'année prochaine. Oui, absolument. On a déjà tout n'a pas été si rose que ça. Oui, absolument. On a déjà le regard tourné vers l'année prochaine. Un peu comme un match de football, on peut le gagner, c'est vrai. Oui. Mais après, on a forcément des choses à améliorer. Oui. Je vous assure qu'on est déjà tourné vers l'avenir. Il y a forcément des choses qu'on va améliorer. On va peut-être rendre beaucoup plus consistant les prix qu'on donne aux footballeurs parce qu'ils le méritent. Le Ballon d'Or, Ouattara Brahima a par exemple remporté des prix qui lui étaient destinés par le comité d'organisation. Et puis il a reçu un don, un terrain de la part du maire de Touba, qu'on voudrait remercier infiniment. Mais voilà, donc on va chercher à améliorer les prix et puis faire venir, pourquoi pas, à la prochaine édition des footballeurs de la sous-région pour que quand même cette cérémonie soit un rendez-vous pour les recruter et tout le monde. Mais bon, voilà, on a déjà pas mal de choses en tête qu'on va essayer de mettre en route et qu'on va réaliser l'année prochaine. Voilà. En tout cas, félicitations. Félicitations. Merci infiniment. Yellow, une question. Oui. Bon, c'est une remarque. Oui. Je vois déjà sur l'écran les différents lauréats. Par contre, je ne vois pas d'entraîneur d'équipe féminine. Est-ce que c'est fait à dessein? Oui, alors lors de la première édition, effectivement, il y avait un entraîneur au niveau des équipes féminines. On va dire le championnat féminin, cette année, on n'a pas retenu ce prix parce qu'on devait intégrer la D3. Donc l'année prochaine, peut-être, on va y songer, mais c'est une belle remarque. Voilà. Ah, donc du coup, vous laissez le championnat féminin pour... non, il était pris en compte cette année. Le championnat féminin était pris en compte, seulement qu'on n'a pas pris en compte la D2. Donc chaque année, on prendra en compte forcément le championnat féminin. Et donc voilà. Donc ça fera partie des innovations pour l'année prochaine. Oui, des innovations, pourquoi pas. On va d'ailleurs améliorer même davantage. Je sais que vous t'aidez vraiment à ça. Oui, oui, on y tient. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi. Et félicitations pour tout ce que vous faites déjà pour le football ivoirien. Merci infiniment, Marie. Merci. Alors, mon mot de fin, deux choses. Déjà, vous remercier infiniment. Au niveau de la 3, on était ici déjà juste avant la cérémonie. Là, on revient faire le point. Donc, merci infiniment à vous. Merci au directeur Didier Bléou, M. Didier Bléou. Secondo, remercier surtout notre premier responsable, on va dire le directeur général de la RTI, M. Fossine Dambélé, pour le soutien qu'il apporte donc, à cette cérémonie. C'est la RTI qui fait la production des matchs donc, de la Ligue 1 et Ligue 2 et tout. Donc c'était intéressant qu'on ait un événement, une cérémonie annuelle pour célébrer donc, ces garçons-là. On va dire merci infiniment à tout le monde et surtout à l'équipe de l'EFI. Et voilà, une fois de plus, bravo à tous les lauréats, Outro, Vignon, Mathieu, Patrick et tous ceux qui se sont distingués cette année. Mais rendez-vous est déjà pris l'année prochaine. Déjà dans le mois de mars, on va faire une conférence de presse pour présenter les innovations et tout. Et puis dans la foulée, donc, à la fin du championnat, on va dire le lendemain de la fin du championnat, on va faire cette belle cérémonie-là qu'on espère donc un peu plus grandiose encore l'année prochaine. Bon, on a hâte déjà à l'année prochaine. Merci beaucoup, Konaté, félicitations. Merci beaucoup, Patrick, félicitations. Et puis, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts encore pour l'année prochaine, pour glaner de nombreux prix. Oui, oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous attend pour l'année prochaine. Absolument. Merci infiniment. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Bon, vont nous rejoindre tout de suite Begré, Yago et Clément Yoton. On les attend donc. La régie ne voulait pas vous laisser le temps de vous échauffer encore longtemps, donc on vous fait rentrer rapidement. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir à tous. Très, très bien. Toujours un plaisir. Oui, ça se voit. Bon, avec vous, on parlera de ce qui crée le buzz. Hein, et ce qui crée le buzz, c'est l'Arabie Saoudite avec l'incroyable avion d'Al Hilal. On regarde cette vidéo et puis on en parle juste après. Un véritable palace volant. L'avion utilisé par les joueurs d'Al Hilal pour leur déplacement est loin d'être comme les autres. Un Boeing 747-400 d'une capacité de 400 passagers. L'appareil a complètement été réaménagé en un avion tout confort et grand luxe, d'une valeur de 131 milliards de francs CFA, soit 200 millions d'euros. Le Boeing d'Al Hilal comporte de vastes salons, une grande salle à manger ultra moderne, des espaces privatifs et de détente, et même un trône en or. Les images de cet appareil luxueux ont été postées sur les réseaux sociaux par l'attaquant nigérian Odion Igalo. Le joueur lui-même est époustouflé parce qu'il a sous les yeux. Bon, voilà, hein, madame, messieurs, l'avion de Al Hilal en Boeing 740. Ouais.
Ouais, ça donne le tournant, le tournis, je dirais. Mais oui, hein, j'ai même le vertige à en penser. Non, c'est vrai, pour nous, c'est vertigineux, mais oui. Du côté de ces pays-là, c'est comme si c'est naturel. Pour eux, c'est normal, changer ce Boeing qui prend d'habitude 400 personnes. Oui, 400 personnes. Une équipe de football, c'est vraiment un palace volant qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le football, quand vous mettez des joueurs dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas ne pas gagner. On a vu le Al Hilal d'Arabie Saoudite en finale jouer la Coupe du Monde des clubs. C'est le signe que ce club-là est le plus grand d'Arabie Saoudite, mais surtout vraiment très, très bien organisé. Vous avez un supporter milliardaire qui met ça à votre disposition, mais c'est tout bénef. 131 milliards de francs CFA. Oui, tout à fait. On parle quand même des sommes qui donnent le vertige parce que, voilà, comme l'a dit Begré Yago, là, on ne parle pas d'un avion, on parle quand même d'un palace qui a été réaménagé pour cette formation de Al Hilal. On parle même de salles à manger, des sièges de luxe. Et puis, il y a un trône même en or dans ce Boeing-là. Bon, moi, je ne voulais pas parler de ça. Ah ouais, et c'est ça aussi, on parle des pays qui se donnent les moyens, qui veulent faire rêver les joueurs. On sait que ça sera le nouveau club de Kalidou Koulibaly et puis des garçons tels que Ruben Neves, le Portugais de Wolverhampton qui a signé également au Al Hilal. Donc tout ça, c'est la politique marketing pour pouvoir attirer les gens. On sait qu'ils veulent imiter l'Europe ou ils veulent rivaliser entre guillemets avec l'Europe, même si moi je pense que c'est quand même un duel un peu déséquilibré, mais ils mettent les moyens à leur manière de pour pouvoir attirer ces joueurs-là qui, avant on parlait des joueurs qui étaient plus proche de la retraite, mais aujourd'hui on voit des jeunes gens qui vont au Qatar, qui vont en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'on se permet de les faire rêver, et quand on te permet de faire rêver des gens, ils peuvent changer de position, et c'est ce qu'on constate actuellement. On a des stars qui arrivent là-bas, on a des joueurs qui ont des choses encore à prouver dans le football international ou encore en Europe qui arrivent en Arabie Saoudite. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont aller dans ce Boeing-là. On parle de quelque chose qui est impressionnant, et est-ce que on aura l'occasion de voir ce type d'appareil chez nous ici? Je pense que voilà, c'est quand même impressionnant. Et on voit même Odian Igalo. Est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes sous nos cieux qui peuvent se permettre pareil luxe? Moi, je ne pense pas. Hein. C'est trop énorme. Mais tu parles de 131 milliards. Oui, quand même. C'est pas 130 francs. Hein. Non, c'est vrai, souvent, tu t'as dit, c'est vraiment ça donne le tourner, mais tu mets ça à la division d'un club. Mais c'est une personne qui est Alila, c'est un multimilliardaire. Donc pour lui, c'est naturellement aider son club. Mais je dis, il y a une réalité. C'est mettre des joueurs dans les meilleures conditions. Quand on voit, on a regardé, j'étais sur le plateau avec JB, on a regardé la finale de la Champions League africaine. Oui. Quand on a vu le cas du Al-Ali, on s'est dit, ouais, ça c'est une autre dimension du football. On voit les joueurs sortis. Non, c'est ça. Quand vous me dites ces joueurs dans des conditions, ils ne peuvent ne pas gagner. Ils sont sous pression. On comprend pourquoi ces clubs-là, ils sont capables de griller, Marie-Christine, ils sont capables de griller 50 en un an. Ouais. Le WAC a grillé 50 en un an. Ouais. C'est trop. Mais pour d'autres, ils comprennent qu'il y a la pression, il y a les partenaires, il y a les sponsors qui veulent que vous gagnez parce qu'il y a la manne, elle est énorme. Ouais. Yellow, un mot, hein, si cette information. Par rapport à l'argent ou bien? Non, par rapport à l'avion, c'est le sujet du buzz ce soir. Je crois que ça ne sera pas de sitôt qu'on verra cet avion-là sous nos cieux. Ça, c'est évident. C'est vrai que du côté du Maghreb, il y a certaines équipes qui voyagent en avion pour leur déplacement, mais avec le luxe qu'on voit sur l'élément là, c'est pas très sûr qu'on ait ça du côté de l'Afrique et même pire encore. Même en Europe, il y a démesuré quand même. Ouais, même en Europe, il y a des équipes qui ont des Boeing de la taille de Al Hilal. Je pense que c'est énorme, et là ils sont en train de mettre ce qu'on appelle quelque chose d'énorme là, parce qu'il y a des clubs en Europe qui n'ont pas ça. Quand tu vois la réaction de Odian Igalo, qui est le Nigérien, qui lui-même qui est impressionné par l'engin, et ça fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde est impressionné, ça donne quand même l'ampleur de ce qui est en train de réaliser le club Al Hilal. Cette vidéo a été dévoilée par le Nigérien, mais par contre, ils avaient ça depuis un bon moment. Ils ont joué la Coupe du Monde des clubs au Maroc, où ils se sont déplacés. Ça appartient à un prince qui a énormément de moyens. Effectivement, donc je pense que c'est la vidéo qui crée le buzz, comme vous l'avez dit. Oui, oui. Et le Sénégalais Kalidou Koulibaly, qui part justement pour ce club-là, mais lui, il a avoué, il a dit qu'il a accepté de signer ce contrat pour pouvoir aider toute sa famille au Sénégal et de pouvoir aussi soutenir les activités de son association. Kalidou, il a dit toute la vérité. Voilà. Il est honnête. Il a fait l'Italie. Il a été honnête. Non, il a fait l'Italie pendant longtemps. Il n'a pas été payé à sa juste valeur. Ouais.
Aujourd'hui, c'est une occasion en or. Et cette occasion en or, on ne peut pas la rater. Donc, ce qu'il dit, il est même franc. D'autres diront que non, on est parti jouer parce qu'on aime le football. Voilà, tu as tout compris. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Et oui, c'est les moyens financiers, c'est l'argent qui l'a intéressé. 20 millions d'euros par an. Et lui, il ne croyait même plus en cela. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est mérité. Aujourd'hui, ils ont les moyens d'attirer ces grands joueurs-là. On aura un championnat d'une autre qualité du côté de l'Arabie Saoudite. Ballot? Oui, c'est pas étonnant. Ça prouve que aujourd'hui, les monarchies du Golfe veulent investir massivement dans le football. Après le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite. Mais lorsqu'on voit tout cet argent investi, c'est pas pour rien. Il faut dire que l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2030. L'Arabie Saoudite a déjà montrer à quel point il tient à organiser cette Coupe du Monde en 2030. Donc, c'est une chose intéressante dans la mesure où moi, j'estime que si ces pays-là investissent, montrent l'exemple que le sport aujourd'hui sert de rayonnement international, que le sport sert tout simplement de diplomatie à l'échelle internationale, ça va pourquoi pas générer certaines réactions, même sous nous aussi au niveau africain, pour qu'on se bouge afin de développer le sport, d'investir ça sera un moins de massivement. niveau parce qu'on n'a pas les mêmes finances. Non, c'est d'accord, je suis d'accord, mais je veux dire qu'au moins, ça va permettre au moins de créer un traitement, s'il vous plaît, une onde de choc pour permettre à certains pays de se développer, pourquoi pas même à certains États de s'immiscer aussi dans le sport. Parce que c'est cela, en Arabie Saoudite, au Qatar, ce sont les cheikhs, ce sont les émirs du Qatar qui boostent le sport. Donc en Afrique, c'est sûr que peut-être que dans les années qui viennent, l'État va s'investir de plus en plus dans le sport. Bon, on espère qu'on suivra l'exemple. C'est clair, comme Yelo l'a dit, pas à cette échelle-là, mais bon, à un degré moindre. Bon, on ferme cette parenthèse. On passe à présent à l'actu. Le téléphone est ouvert, hein. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225. La question LGT qui nous accompagne, football ivoirien, êtes-vous pour ou contre l'application immédiate du cahier des charges? Suite à une directive de la Confédération africaine de football, la CAF, la Fédération ivoirienne de football a informé les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 de l'entrée en vigueur de l'octroi de la licence CAF. On regarde cet élément et on ouvre le débat. La Fédération ivoirienne de football, FIFA, mène actuellement une vaste campagne de formation, d'information et de sensibilisation à l'intention des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et D3 relativement à l'octroi de la licence CAF. Communément appelée cahier de charge, celle-ci est une exigence de la Confédération africaine de football et entre en vigueur le 17 juillet 2023. Son objectif est de promouvoir le développement et la professionnalisation du football sur le continent. Sa mise en œuvre repose sur 5 piliers: l'aspect sportif, les infrastructures, l'administration du personnel, les dispositions juridiques et l'aspect financier. Parmi les critères impératifs figure l'obligation de disposer d'un terrain d'entraînement homologué, d'une équipe médicale constituée de médecins reconnus et d'un staff d'entraîneurs détenant les diplômes requis. On note également la création d'équipes de jeunes et d'une section féminine, la déclaration légale du personnel, le respect des contrats des joueurs et la soumission à une gestion comptable par un professionnel des finances. Si la nécessité de ces différentes actions est indéniable en vue de la professionnalisation du football ivoirien, il n'en demeure pas moins que l'échéance du 17 juillet 2023 apparaît irréaliste et pourrait être synonyme d'un changement brutal mettant en péril la survie des clubs, ce d'autant plus qu'aucun accompagnement financier n'est mentionné. Voilà, madame, messieurs, vous connaissez le principe. Le principe est très simple. À vos panneaux sourds, donc, êtes-vous pour l'application immédiate du cahier de charges des clubs? Oui ou non? Ah, ok, oui, pour tout le monde. D'accord. Yelo, pourquoi oui? Je crois que c'est pas une nouveauté. Oui. Parce qu'il y a bien longtemps qu'on en parlait sous différentes présidences à la Fédération ivoirienne de football. C'était dans le temps de la sensibilisation. C'est vrai que certains clubs ou certains dirigeants ont botté en touche
cette innovation, parce que ça l'était. C'était depuis 2015, c'est ça? Oui, et pour ce que j'ai ici, un compte-rendu de la réunion d'information, le système d'octroi de licence au club de la CAF a commencé en 2012, avec la première édition du règlement approuvée le 1er mars 2012, et la phase de mise en œuvre complète pour la première fois était en 2017. Donc je pense que de 2017 jusqu'à 2023, il y a eu assez de temps qui est passé. Je pense que là, maintenant, il faudra se mettre au travail et que les clubs puissent s'aligner selon les exigences de la Confédération africaine de football. Clément? Oui, oui également, parce que si on affirmait le contrat ici, ça veut dire qu'on serait contre tout ce qui est développement du football et tout ce qui est avancé du football ici. Heureusement, on ne l'est pas. Voilà, heureusement, parce que moi, j'attendais un nom sur le plateau, mais heureusement, il n'y a pas eu de nom. On allait voir. Et là, c'est ce qui est un peu... Moi, ce qui me choque, c'est que il y a aujourd'hui, on nous fait croire que c'est faisable. Alors que quand on le disait dans le temps passé, comme l'a dit Yolo, on nous disait que non, il allait rester seulement que 2 clubs ou bien un seul club. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on voit des clubs qui sortent des conférences de presse, l'Africa, avec Kouyo qui dit que c'est possible. On a vu la SEC a créé une équipe féminine de football. Oui. On a vu des gens qui sont aptes maintenant au changement. Ça veut dire qu'on pourrait le faire. Ça veut dire que les Africains, ils aiment tout ce qui est manu militari, ils aiment tout ce qui est à la force. Parce que là, ils n'ont plus... Voilà, ils n'ont plus le choix parce qu'il y a la CAF qui te dit si tu ne remplis pas ces critères-là, si tu n'as pas d'équipe de football, et si tu n'as pas de médecin, si tu n'as pas une bonne gestion, si tu n'as pas un centre d'entraînement, si tu n'as pas de médecin, tu ne pourras plus disputer ma compétition. Là, ils sont obligés, il n'y a plus d'excuses là, tout le monde est prêt maintenant, mais c'est bien de respecter le cahier des charges. Là, il y a un mot qui gêne, c'est le mot immédiat. Ça veut dire qu'il y a certains qui ne seraient pas prêts, mais là, ils n'ont plus le choix. Mais on doit appliquer, si on est prêt ou pas, on doit passer à ce qu'on appelle l'action. Parce qu'on ne va pas mettre du temps à faire avancer le football ivoirien. Il est maintenant temps de prendre les choses au sérieux, de révolutionner les choses. Si tu penses que tu n'es pas prêt au football, il y a d'autres métiers, il y a le transport qui est là. Tu peux aller investir. Non, mais je vous comprends. Il faut pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Non, je ne suis pas fâché, mais il faut dire clairement les choses parce que nous sommes en 2023. Si tu penses que tu ne peux plus investir au football, tu as qu'à aller dans une autre activité. On te dit non, tu remplis ça pour être un club de football. Tu penses que tu n'as pas les moyens pour remplir ces conditions-là, pour remplir le cahier des charges. Voilà, tu passes à autre chose, pas venir mettre les jeunes gens dans la souffrance et autres, et puis après, voilà, disparaître. Donc moi, je suis pour l'application et je remercie dans la politique. C'est vrai que Mosepe, ce n'est pas le président de la CAF le plus parfait, mais dans sa politique, il est en train de faire le bonheur des Africains malgré eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a vu des stades qui ont été fermés pour homologation et autres. Et là, il te dit clairement que si tu ne remplis pas certaines conditions, tu ne viens pas aux compétitions africaines. Ils sont obligés de suivre et ils vont suivre. Ça va nous arranger pour ce qu'on appelle l'avancée du football. Oui, c'est pour l'avancée du football. Et pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. De tous, hein, c'est pour rendre le football africain beaucoup plus professionnel. Tout à fait. Voilà, donc c'est clair qu'un oui, on comprend le oui de Ballot, mais il va nous expliquer quand même. Oui, bien sûr, parce que premièrement, c'est une injonction de la Confédération africaine de football, qui est l'instance suprême du football au plan continental. Et lorsqu'on regarde ce cahier de charge, ça remplit, si vous voulez, ça représente les différents compartiments d'un club organisé. Permettez-moi le mot, si je peux l'employer, civilisé, parce que ça comporte un plan sportif où on permet, en griffe civilisé, parce qu'au plan sportif, on vous parle de formation. La possibilité, tout simplement, je vois ici, de former des jeunes de 10 à 14 ans, de 15 à 21 ans. Donc, un football, on l'a dit, a besoin de formation pour se renouveler. C'est une question de football dans son aspect général. Et en ce qui concerne les équipes féminines, aujourd'hui, le monde entier est en train de s'inscrire dans la promotion du genre, dans la promotion du football féminin. Ouais. C'est même pas qu'à l'échelle continentale ou ivoirienne. Il faut dire que dans le monde entier, de plus en plus, le football féminin est en train de prendre une place importante. Donc, quoi de plus logique que nos clubs s'inscrivent dans cette mouvance internationale. En plus, au plan administratif, on nous dit que les clubs doivent déclarer les joueurs, les entraîneurs, leur personnel à la CNPS. Chose logique parce que toutes les entreprises
au niveau de la Côte d'Ivoire déclarent leurs employés à la CNPS pour garantir, bien sûr, pour garantir une retraite importante. C'est important pour un personnel d'avoir une retraite. Et en plus de cela, on vous dit que dans l'administration, les clubs doivent avoir un directeur financier. S'il n'y a pas de directeur financier, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas moyen d'aller chercher des sponsors pour enrichir le club. Donc, c'est tout à fait logique. Et en plus, on nous dit qu'en ce qui concerne l'aspect médical, il faut un kiné, un médecin, et les clubs doivent donner la preuve que les joueurs ont un suivi médical. Ça, c'est une question d'intégrité physique des joueurs. C'est une question de vie ou de mort, parce que malheureusement, on a eu des cas malheureux dans ce championnat avec des joueurs, malheureusement, qui ont perdu la vie sur la pelouse. Donc, on veut créer les conditions pour ne pas que cela se reproduise. Donc, on voit le plan sportif, le plan administratif, le plan médical. À l'échelle du monde, tous les clubs sont structurés ainsi. Maintenant, il faut que la fédération crée les conditions, je termine rapidement, crée les conditions pour permettre aux clubs qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'appliquer de manière immédiate, de le faire le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment à l'avantage de tous les clubs. Voyons si c'est l'avis de M. Kofi Mathieu, qui lui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la très grande Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien, merci beaucoup. Je salue la grande team. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Vous êtes pour ou contre l'application immédiate du cahier de charges? Moi, je suis pour. D'accord. Ouais, je suis pour. Heureusement que enfin, cette décision va être appliquée, parce que ça fait quand même un moment qu'on parle de ça. Effectivement. Je crois que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir être professionnel et puis ne pas mettre en application le cahier des charges pour que le club soit véritablement professionnel. Une fois, il faut que cela soit fait et enfin, on va voir les clubs qui pourront être dans l'élite. Les autres clubs qui ne pourront pas n'ont qu'à se mettre à jour pour pouvoir être dans l'élite aussi. On ne peut pas continuer dans le folklore dans lequel nous sommes là. Il y a longtemps quand même que la Fédération ivoirienne de football affiliée à la CAF, il faut que, enfin, on puisse être professionnel pour que nos petits frères qui aujourd'hui ont décidé de prendre le football comme leur métier puissent jouir véritablement de leur métier et que le football ivoirien, enfin, en général, et généralement le football africain, puisse rivaliser avec les autres clubs d'Europe au niveau des compétitions internationales. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Donc voilà, M. Kofi Mathieu l'a dit, pour arrêter ce folklore, arrêter le désordre qu'on vit actuellement sur la page. Oui, Yelo? Oui, pardon, c'était pour revenir rapidement sur les propos de Balo. C'est pas immédiat. Pour moi, c'était différé. Parce qu'il y a plusieurs années qu'on parlait de cela. Et même la fédération a un cahier de charges à remplir. Donc, ce n'est pas la fédération d'aider des clubs dits professionnels à pouvoir se professionnaliser. Comme le disait tout à l'heure Clément Yeto. C'est au club eux-mêmes. Voilà, c'est au club, parce qu'il y va même de la responsabilité des différents dirigeants de mettre la main à la pâte pour pouvoir aider leur club, pouvoir aider ces jeunes-là qui ont décidé de pouvoir pratiquer le football en tant que professionnels, à pouvoir émerger. Mais la fédération ne va pas vous aider à avoir des subventions. La fédération ne va pas chercher à pouvoir cocher son cahier de charges et encore aider les clubs dits professionnels à se professionnaliser. À un moment, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Marie-Christine, qui dit que un Hollandais ne fait pas le printemps? Oui. Mais on a vu qu'avec l'arrivée du président Motsepe, il a l'exemption du football professionnel, le football de compétition, de développement. Il a un club. Ce monsieur a un club. Ce monsieur est correct avec ses employés. Ce monsieur sait ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Afrique bénéficie d'un monsieur comme ça. Mais il faut dire merci à l'Afrique. Comme vous allez, on en a joué sur des stades en Afrique. Marie-Christine, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce monsieur vient de dire qu'il veut développer le football ivoirien, le football africain, avec des infrastructures, le rang compétitif. Mais suivons-le. C'est une chance extraordinaire pour l'Afrique. Parce que ce monsieur qui le dit, il a un exemple extraordinaire avec le Mamelou Sundown, qui a gagné la Coupe d'Afrique. Il a une équipe masculine et féminine. Il était en avance sur son temps. Et l'Afrique joue les champions d'Afrique.
en dames. Vous comprenez? Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est un monsieur qui connaît le football. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Il vient pour développer le football, pour l'élever, pour le rendre compétitif. Mais aidons-le. Aidons-le. Et ces clubs-là doivent comprendre. Aujourd'hui, il y a une réalité. Pourquoi aujourd'hui, c'est les clubs du sud du Sahara ou bien du centre de l'Afrique ne gagnent plus la Coupe d'Afrique des clubs? Mais c'est un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, vous voyez le Al-Ali, 11 fois champion, toujours en finale. Et nos clubs qui sont depuis plus de 20 ans. Mais comme vous voulez pas tous les jours en finale de Coupe d'Afrique, quels sont les moyens que vous avez pour aller recruter les grands joueurs? Vous ne pouvez pas recruter les grands joueurs. Donc, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, ils viennent développer ce football, le rendre compétitif, avoir des infrastructures de haut niveau, de haut dégâts, suivons-le. Et le football ivoirien, le football africain va connaître un développement extraordinaire. Si aujourd'hui on peut jouer en Afrique du Sud sur des belles pelouses et avoir des problèmes pour jouer en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Niger, ce n'est pas normal. Je pense que M. Motsepe est dans le vrai. Aujourd'hui, les clubs ivoiriens doivent comprendre, ce n'est pas pour les pénaliser, c'est pour permettre qu'il y ait un football de haut niveau afin que les sponsors viennent, les partenaires viennent et que les clubs aient assez de moyens pour aller recruter des grands joueurs et que notre championnat soit un championnat de très haut niveau. Bien sûr, et un championnat de qualité. Sur la page Facebook de la 3, on a Ibrahim Kamagaté qui nous dit « Je pense bien que le cahier des charges devrait être appliqué depuis longtemps, mais vu l'incompétence des anciens dirigeants, bon, il n'a pas pu être appliqué. On verra avec l'actuel locataire s'il sera appliqué. » On a aussi Mathias Sidiki qui dit « Le football est une industrie dont les acteurs doivent jouir des fruits de leur profession. Alors, bien structurer les clubs, c'est une obligation. En outre, il faut aller crescendo car l'habitude a la peau dure. Il faut accorder un délai au club de se mettre en règle. » Bon, excellente émission et bonne fête de Tabaski à tous vos téléspectateurs et internautes. Balo. Oui, et il faut ajouter qu'il y a un aspect contrat des entraîneurs. Je pense qu'on a reçu des entraîneurs sur ce plateau qui avaient pointé du doigt le fait qu'il y avait des entraîneurs lésés parce qu'il n'y avait pas de contrat écrit. Une chose assez scandaleuse dans notre football, qu'il n'y avait pas de contrat écrit, qu'il y a certains entraîneurs au club. Et ce cahier de charge-là permettra aux entraîneurs d'avoir un statut juridique clair en ce qui concerne leur engagement avec leurs différents employeurs. Donc ça aussi, c'est une grande avancée. Mais tout à l'heure, je parlais, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour défendre certains présidents de clubs, mais à certains présidents de clubs qui brandissent l'argument du manque de moyens. Ils estiment qu'en Europe, les clubs, de par la vente des gadgets, tout simplement le public qui se déplace massivement au stade, permettait d'avoir une certaine manne pour pouvoir amortir un certain nombre de charges. Raison pour laquelle j'ai évoqué le fait que pour éviter qu'on nous brandisse éternellement cet argument-là, il faudra tout simplement mettre certains clubs, je dis bien certains clubs qui estiment qu'ils n'ont pas les moyens de se professionnaliser dans un court délai, de le faire le plus rapidement possible. Mais qui fournit les gadgets? Mais c'est pas la fédération ivoirienne. Je suis d'accord. Non, elle a tout à fait raison. Mais je suis en train de dire, je suis en train de proposer des solutions pour éviter un blocage. Parce que c'est clair qu'il y a certains clubs en Côte d'Ivoire qui vont brandir cet argument-là pour ne pas être en mesure d'appliquer. Ce qu'il faut forcément appliquer pour le bien de tous. Mais on sera confronté à un certain nombre de réalités que vont brandir les clubs. C'est pourquoi j'avais parlé de cet aspect-là. D'accord, bon, c'est bien compris, mais c'est clair que ce n'est pas à la fédération de le faire. Voyons en résumé les principaux critères pour l'octroi de la licence CAF des clubs. Oui, justement, les principaux critères d'octroi de la licence CAF, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, l'aspect sportif, constituer des équipes de jeunes de 10 à 14 ans et 15 à 21 ans, avoir une équipe féminine, une assurance pour les joueurs, un suivi médical exécuté par un médecin et un kinésithérapeute, un staff d'entraîneurs ayant les diplômes requis. Voilà ainsi les critères au plan sportif, mais il y en a plusieurs au plan administratif, bien sûr. Et au niveau des infrastructures, on a disposé d'un terrain réglementaire homologué pour des matchs officiels et entraînements, possibilité de signer des contrats de location des installations, avoir un siège équipé et fonctionnel avec des bureaux pour le secrétaire général, le directeur administratif et le directeur financier. Ça, c'est pour le volet des infrastructures. Ensuite, pour le critère administratif, il y a un personnel disposant d'un contrat de travail déclaré à la CNPS, respecter les contrats des joueurs. En ce qui concerne l'aspect financier, engager un directeur financier et payer les joueurs par virement bancaire, ne pas avoir des arriérés, je pense, de salaires impayés pour les athlètes et encadreurs et autres employés. Voilà.
D'accord. Bon, je pense qu'il y a quand même des critères qui paraissent plus difficiles. Le dernier critère? Oui, critère juridique, le club doit être légalement constitué et déclarer au journal officiel et tenir son assemblée générale annuelle. Donc je disais, il y a vraiment des critères qui paraissent beaucoup plus difficiles pour les clubs ivoiriens. Hein? Yellow, je voyais sourire terrain tout à l'heure. d'entraînement, c'est pas très sûr. Ouais, puisqu'il y a une option de pouvoir louer. Oui, quand même. Voilà, il y a une option de pouvoir louer, donc c'est très bien. Mais pour le terrain d'entraînement, c'est pas très sûr. Ensuite, il y a eu quoi pour les sièges? Je pense que ce sont des trucs qui devaient être tellement... En même temps, est-ce que c'est impossible de réaliser les choses? Moi, je pense qu'il ne faut pas limiter la puissance humaine. C'est pas impossible, mais certaines choses sont un peu compliquées. Il ne faudrait quand pas même, qu'on limite la puissance humaine. Oui. Je pense qu'ils vont trouver les solutions pour pouvoir contourner les choses, pour pouvoir les réaliser. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on veut... faut affronter sa peur. Il ne faut pas attendre d'être prêt entièrement pour pouvoir réaliser les choses parce qu'on a attendu plusieurs années. Il y a les choses simples dans le cahier des charges. On dit simplement qu'on doit consacrer 10% de son budget à la formation. Mais depuis plusieurs années, on n'a jamais vu des clubs qui ont réalisé ce simple petit principe-là. Parce qu'on veut attendre que ces clubs-là soient prêts. Ils ne seront jamais prêts. Il faut les obliger. L'habitude devient une seconde nature. Il y a quelqu'un qui a parlé d'habitude qui est due à la peau dure. Voilà, donc je pense qu'il faut... Au fur et à mesure, on va essayer de révolutionner. Ça va devenir une habitude pour les clubs ivoiriens, pour les clubs africains. Il faut viser le haut niveau, surtout en Afrique subsaharienne. Là, on est quasiment en retard. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de... Tout ce qui est professionnel a disparu. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Et c'est tout en bousculant les habitudes. Quitte à jamais bousculer les habitudes, tu ne peux pas avoir un nouveau changement. Tu ne peux pas avoir du renouveau. Donc c'est en bousculant les choses, c'est en forçant également les habitudes ou encore... en révolutionnant les choses sur le continent, qu'on peut avoir un meilleur football, c'est-à-dire offrir quand même la qualité aux jeunes gens. Aujourd'hui, si on voit que des jeunes ont envie de sortir, c'est parce qu'il n'y a pas ce côté professionnel-là au plan local ou encore sur le continent. Il y a quelques pays qui essaient de révolutionner les choses. Et là, on a l'habitude, on va en Égypte, on va au nord, on va au Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même le minimum. Et si nous, ici, on arrive à mettre ce minimum-là, on peut conserver tout ce qui est talent. Pourquoi pas pour nos championnats ici? Bien sûr. On a M. Bois-Patrice qui nous appelle de Goïtafla. Voyons son avis. M. Bois-Patrice, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok, Dieu merci. Et je vais saluer aussi l'ensemble du plateau. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, oui. Concernant l'application immédiate du cahier des charges, cela dépendra, moi je pense, de la responsabilité que va prendre cette fédération ivoirienne de football. Là. Bon, c'est-à-dire... Voilà, si on veut... C'est-à-dire que nous savons tous qu'il y a trop de privilèges qu'on fait à certains clubs en Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, si on veut se départir de ce fait-là et appliquer la chose, je t'assure qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont descendre en deuxième division. Beaucoup sont les équipes qui vont descendre en deuxième division. Si on veut faire l'application pure et simple, beaucoup descendront en deuxième division. D'accord. Parce qu'ils ne remplissent pas le cahier des charges. Le cahier de charges, Et là, la SEC a vu ça de loin. Et puis cette année-là, ils ont fait une section féminine en football. Oui. L'Africa a cette section. L'Africa a cette section depuis fort longtemps. Oui. Mais vous pensez que je prends la FAD par exemple, qui va nous représenter en Commission européenne. Est-ce qu'elle a une section féminine? Non. Pas encore. Elle n'en a pas. Donc, il ne faut pas que aussi cela va engager la tricherie. Aller s'associer à des clubs là, les prendre et puis faire si comme elles sont les sections de ces équipes-là. Ça va être compliqué. Est-ce que les gens vont appliquer ça effectivement? Sinon, s'ils appliquent, nombreux sont les clubs qui vont descendre en seconde division. Il y en a même qui vont aller peut-être en troisième division parce qu'ils n'ont vraiment rien. Les gens l'ont dit sur le plateau. Ils vont prétester qu'ils n'ont pas de moyens. Or, depuis 2012, cette application-là est donnée. Mais on a traîné avec jusqu'à maintenant. Effectivement. Et donc, il faut l'appliquer. Et ceux qui ne sont pas en ordre, ils n'ont qu'à aller en deuxième division. D'accord. Voilà. Et mais si on reste en première division, 5-6 clubs, on n'a qu'à jouer comme ça. Ça sera mieux. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est clair, c'est évident. Ils rentrent dans le même esprit que Clément et tout, que ceux qui ne peuvent pas descendre. Mais moi, j'en veux pas justement quand on parle de ceux qui sont en Détroit. Ils sont comme des amateurs. Bon, ils sont désignés amateurs, mais pourquoi est-ce qu'ils sont concernés par ce cahier de charges? Oui, mais... C'est tout le football d'un pays. Oui. Et vous allez aller dans tous les pays du monde, tous ces footballs sont développés. Ces clubs de Détroit
même en Égypte, ont des stades. Donc aujourd'hui, il ne faut pas seulement prendre la tête, c'est tout le football. Mais ici, est-ce que les clubs amateurs ont suffisamment de moyens pour pouvoir... Ces clubs ont comme une subvention, en 2 tours, il y a comme une subvention, mais je veux dire, les moyens, c'est au club, comme l'a dit Yero, c'est au club d'aller les chercher. Franchement, vous n'aurez pas assez de moyens. Maintenant, comme je dis, il y a une politique de merchandising, chercher des partenaires sponsors, vendre des équipements. Ça, ce n'est pas la fédération, c'est au club de se développer. Donc, je pense que ce sera vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut le reconnaître. Ce sera vraiment difficile, mais on doit aller dans cette direction-là parce que le football doit se développer, il doit être compétitif, il doit générer beaucoup de moyens financiers pour permettre à ces joueurs de vivre de leur métier, mais surtout au club d'avoir beaucoup d'argent pour construire des académies, pour construire des infrastructures d'entraînement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut suivre, cette réalité-là, et qui devient la vérité, c'est que le président Motsepe veut un football compétitif, de développement, et quoi encore? Oui. Et pour, je sais pas ce que de professionnalisme. Voilà, de professionnalisme. Oui. À ces jeunes footballeurs-là de jouir de leur métier, et c'est vraiment important. Oui. Et bon, c'est pour faire une proposition concrète. Je pense que lorsqu'on prend l'exemple de l'Africa Sport d'Abidjan, qui va nouer un partenariat avec la mairie de Port-Bouillet. Moi, je pense que pour les clubs qui veulent vite remplir ce cahier de charge-là, pour moi, à défaut, puisqu'ils ne peuvent pas être aidés par la Fédération ivoirienne de football, ils le sont déjà à travers des subventions, c'est à eux d'aller nouer des partenariats avec des collectivités locales, des collectivités territoriales, pour avoir les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer ce cahier de charge-là. Je pense que ce cahier de charge est très intéressant, dans la mesure où, quand on vous dit de vous structurer de manière administrative, c'est pour pouvoir derrière aller nouer des partenariats, avoir la crédibilité pour aller chercher des sponsors. Donc pour ces clubs qui n'ont pas les moyens, c'est à eux de se doter d'un directeur financier qui a les compétences requises, de déclarer leurs différents employés à la CNPS, d'avoir des contrats de travail conformes, pour ensuite aller nouer des partenariats avec des collectivités territoriales, des mairies, et des sponsors au niveau des sociétés de la capitale abidjanaise pour permettre d'avoir les moyens pour appliquer tout simplement d'autres pans de ce cahier de charge-là. Pour moi, c'est la solution la plus évidente. Sinon, à vrai dire, il n'y a aucun accompagnement financier pour l'exécution de ce cahier de charge-là? Oui, mais après, quand on parle de moyens, quand tu mets des moyens, comment tu fais pour avoir les moyens pour acheter un club, pour créer un club? Ça veut dire que tu as des moyens. Et aujourd'hui, moi, je donne une solution sur ma page Facebook. Je disais que, par exemple, on arrive au thème de la saison, les clubs ivoiriens vont ranger leurs affaires parce qu'ils ne vont pas essayer de créer tout ce qui est communication. On a bien envie de savoir la solution qui a été donnée sur votre page Facebook. Voilà, et créer tout ce qui est marketing, comme l'a dit Begro Yago. Aujourd'hui, fini la saison, tu ne vas pas les voir en train de faire les actions marketing, la communication, faire du porte-à-porte pour vendre les maillots, tout ce qui est produit du club. On ne le fait pas ici. À l'Africa, à chaque fois, je vois le magnifique ou encore Yodé Siro qui soutient l'Africa Sport, mais l'Africa peut faire un concert d'avant-saison. Ça peut rapporter énormément à l'Africa. L'ASEC peut le faire avec Maïs System, tout ça. On se crée des moyens, on se donne les moyens quand on veut atteindre un objectif. Ça veut dire on va toujours trouver des excuses. Parce qu'on a des clubs en 2023 qui ne savent pas se créer de l'argent. En 2023, quand un président de club dit qu'il ne sait pas se créer de l'argent, ça fait rire parce que regardez en Tanzanie, même le 7e du championnat tanzanien, il a les moyens, il peut se créer. Mais comment est-ce qu'ils font? Ils font des maillots à 5 000, à 7 000, à 6 000. Ils font du porte-à-porte, ils font des journées portes ouvertes, ils font tout ce qui est concert pour pouvoir ramener de l'argent. Et il ne faut pas t'attendre seulement qu'à des subventions de la fédération, parce que si tu es un président de club que tu ne peux pas mobiliser les supporters, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au président de la fédération. C'est à toi de créer cette bonne politique-là, une politique qui est capable de ramener. Quand tu as un club comme l'Africa qui draine du monde, comment est-ce que tu fais pour rentabiliser avec un club qui a la foule, qui a des supporters, normalement, ne doit pas souffrir en termes de finances, parce qu'il faut savoir manipuler cette foule-là. Il faut savoir créer des choses pour pouvoir attirer les supporters, rentabiliser avec. Aujourd'hui, on parlait du Covid, les clubs tels que le Barça, même le Real qui étaient en difficulté. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient plus d'argent, mais parce qu'il n'y avait plus de supporters au stade, on ne pouvait plus remplir les stades. Ça veut dire que quand tu as des supporters derrière toi, tu es capable de te créer de l'argent. Au président du club de se réinventer, parce que le football, il évolue également, laisser tout ce qui est ancienne gestion, ne pas avoir honte, aller se faire former en marketing. Des présidents tels que Olas, quand tu mets un projet en place pour pouvoir faire rentrer de l'argent, mais tu te dis waouh, parce que lui, il a fait cette formation de gestion. Avant d'arriver, avant d'être propriétaire d'un club, tu dois t'entourer de tout ce qui est armes, tout ce qui est formation, communication, marketing, comment faire rentrer de l'argent. Et je pense que tu peux te créer de l'argent. Donc pour vous, c'est chose possible. C'est possible. Mais si on le fait ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le réaliser ici? Alors en psychologie, on dit si une personne l'a réalisé, c'est qu'une autre aussi peut également le faire. Donc je pense que c'est possible. C'est compris.
Yellow, oui. C'était pour revenir rapidement sur les propos d'un intervenant concernant les équipes féminines. Oui. Même si une équipe féminine n'est pas issue de la formation de l'équipe masculine, par exemple, il a pris l'exemple de l'AFAD. S'il n'y a pas une équipe féminine de l'AFAD a la possibilité de faire un partenariat avec une équipe féminine quelconque pour représenter l'AFAD. Donc, ça n'a rien d'une tricherie et d'illégal. Et par rapport à nos propos sur le plateau, ce n'est pas pour brimer ou pour condamner les présidents de club. Nous sommes plus dans une démarche d'encourager les présidents de clubs à se professionnaliser. Il y va de l'image même de leur club et l'image du football ivoirien sur le continent africain et à l'international. Marc-Christine, rapidement. Oui, rapidement. Si vous avez un cadre qui est adéquat, vos joueurs brillent, qu'est-ce que vous faites? Vous les transférez. Quand vous les transférez, c'est quoi? Vous les vendez très cher. Voilà, c'est la manne qui rentre. Et vous développez votre club. Donc forcément, si les joueurs sont dans les bonnes conditions, vous avez des joueurs, vous les transférez, vous avez la manne et vous développez votre club. Donc vraiment, comme a dit Yellow, ce n'est pas pour envelopper un club, mais il faut se mettre à la mode. La mode, c'est de devenir compétitif et c'est que le président du club doit le comprendre. Compétitif et très professionnel. Vraiment. Et justement, les concernés, les présidents de club se sont exprimés sur le sujet et on les écoute. Être pour ou contre l'application du cahier des charges, je dirais que moi, en tant que dirigeant sportif, en tant que dirigeant de football, président de club, je suis pour l'application. Cela rendra nos clubs professionnels, cela rendra les joueurs même professionnels, les dirigeants professionnels. Nous allons sortir de cette vieille méthode de gérer les clubs-là. Aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que nos clubs soient professionnels, mais c'est le deadline qui est donné au 17 juillet qui est pour moi très proche pour beaucoup d'équipes. Je souhaiterais que cela se fasse avec un chronogramme bien défini et le chronogramme va prendre en compte par les équipes de première division pour cette année, les équipes de deuxième division pour l'année prochaine et ensuite les équipes de D3. Parce que le cahier des charges est accompagné d'un financement et je pense pas que la majorité des clubs en Côte d'Ivoire, surtout la D3 qui est une ligue amateur, puissent respecter les exigences pour pouvoir avoir la licence CAF du club. Il faut aller en crescendo pour aider les clubs à se mettre à jour pour respecter le cahier des charges qui accompagne cette professionnalisation-là. Je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Ça va permettre aux clubs africains, ivoiriens de s'organiser, de bien améliorer les choses. C'est vrai que les clubs n'ont pas besoin que la FIF et la CAF les imposent. Quand tu crées un club, il va falloir que toi-même tu penses au développement, à l'organisation. Et si la CAF et la FIF l'imposent, c'est bien. Par contre, je suis contre le fait qu'ils l'imposent immédiatement. Pour moi, c'est quand tu veux changer les choses, quand tu envoies des critères, il faut donner quand même du temps. C'est vrai que le football se développe, il faut ajouter beaucoup de choses dedans. Y compris le football féminin. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de filles qui jouent au football? Donc, on va m'exclure, on va me sanctionner dans mon club parce que je n'ai pas une équipe féminine. Je peux avoir la volonté d'avoir une équipe féminine, mais je peux ne pas avoir des joueuses. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas envie de jouer au ballon. Il y a des parents qui veulent pas que les filles jouent au ballon. Mais si je veux avoir une équipe féminine et puis je n'ai pas de joueuses, pour ça, on va me sanctionner. Alors que quand j'ai créé mon club, c'était uniquement pour les garçons. Il faut que la FIF aussi défende le club avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, de sérieux. On va y arriver. Bon, les avis sont très partagés, hein, mais on note que c'est vrai que c'est immédiatement, mais Yellow, c'est comme on a dit au préalable. C'est différé. C'est différé, voilà. Parce que c'est depuis quand même... Moi, je suis à Hamza Gamal. Oui. Je veux dire, on dit quand pour conduire une voiture, il faut avoir un permis. Donc, si vous n'avez pas le permis, vous ne conduisez pas. Donc, forcément, il faut le faire. Ça va prendre du temps, mais il faut que les gens se préparent à ce développement-là. Et puis, forcément, ça va permettre de faire rentrer de l'argent. Et en plus, il y a une chose intéressante, on oublie de le dire, concernant le football féminin, ça va créer de l'emploi. Parce que aujourd'hui, dans certains pays, il y a des jeunes qui sont déscolarisés, qui n'ont pas les moyens de réussir par l'école. Là, il y a pour moi, un moyen de pouvoir permettre à ces jeunes-là, à défaut de demeurer dans l'oisiveté, surtout pour les femmes, de pouvoir s'adonner au sport, de pouvoir embrasser ce métier-là. Donc, en ce qui concerne les équipes de football féminine, je pense qu'il y a une grosse recherche à faire de la part des clubs. Il disait qu'à Abidjan, toute la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Donc, s'il faut aller chercher des filles à Boisflé pour trouver les moyens de les faire jouer, je pense qu'il y a une grande possibilité à ce niveau. Mais je pense qu'ils sont aussi en train de, tant soit peu, pointer du doigt un manquement de la fédération qui n'a pas forcément fait la promotion du football féminin aussi, sa priorité, parce que ça a été que les hommes, et de demander maintenant aux clubs de se
de se pencher aussi sur le côté football certainement féminin. Qu'ils sont en train de se rattraper maintenant, on va Qui dire. ça? La fédération. Oui, sous les ordres de la CAF, d'accord. Non, c'est possible, parce qu'en Allemagne, malgré que c'est en Allemagne, ce que la fédération allemande a fait pour développer ce football-là, on va dans chaque famille, la fédération offre un ballon à chaque famille, et ça a développé des aptitudes pour les filles de jouer au football. Donc c'est possible. Je veux dire, il faut avoir l'envie, il faut avoir cette vision-là, une fédération, et puis après, c'est possible. Parlons de la fédération. Le directeur exécutif de la FIF s'est aussi exprimé. On écoute. Sur le plan juridique, c'est les contrats des clubs, des joueurs, les contrats de ceux avec qui tu travailles. Ces contrats doivent respecter la réglementation ivoirienne. On ne peut pas comprendre que des gens signent des contrats avec des jeunes gens et qui ne respectent pas ces contrats. C'est inadmissible. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit aussi au président des clubs. S'il y a un seul individu, qu'il soit joueur ou employé, qui se plaint de ce qui n'est pas payé et que cela est avéré, vous serez sanctionné, vous serez radié. Parce que vous n'êtes pas digne d'être dans ce milieu. Cette année, ceux qui ont été épinglés, leur subvention a été saisie et on a convoqué tous ces clubs-là pour qu'ils soient payés depuis la fédération. On a appelé, on n'a pas fait comme ça, on a convoqué le président. Est-ce que tu reconnais que tu dois? Il dit oui. Bon, tu dois combien? Toi-même, il faut faire la liste. Et puis tu as dit combien tu lui dois. Ils ont fait la liste. Ils ont donné, dit bon, vous déposez, vous défalquez ça de sa subvention, vous lui donnez le reste, et puis convoquez les joueurs, on va lui prendre leur argent ici. Terminé. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter. On a dit aux gens, mais comment, chers amis, vous pouvez comprendre qu'en Ligue 1, on continue de payer un joueur main à main? On leur a dit que c'est interdit la saison prochaine. Plus de paiement main à main, plus de paiement par Orange Money, plus de paiement par mobile. Vous devez ouvrir des comptes à vos joueurs ou leur payer des cartes prépayées. Ça doit être des virements bancaires. Celui qui ne paye pas son joueur, et ça c'est de la Ligue 1 à la Division 3, tous les clubs doivent payer leurs joueurs par virement bancaire. Sinon, tu n'es pas autorisé à participer aux compétitions parce que tu n'es pas digne de participer aux compétitions. Ce n'est pas une boutique. Et ça, c'est des mesures applicables immédiatement. Parce que je ne peux pas comprendre que tu sois en Ligue 1, que pour payer un joueur, tu l'appelles chez toi à la main pour lui donner l'argent. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc ça, on va y veiller rigoureusement. Eh oui, il faut être très rigoureux. Comme quoi, vraiment, il faut que le football ivoirien soit très professionnel. Mais comment se fera finalement le suivi, en fait, par la Fédération ivoirienne de football? Moi, je pense qu'il y a une équipe qui est chargée. Au début, le président de la Ligue, M. Saïd Bitogo, faisait la tournée des clubs pour voir où les clubs avaient des sièges. Il a fait un seul club, je ne sais pas plus. Il a fait cette tournée, vous comprenez? Donc, il y aura un suivi, mais il faut l'appliquer. C'est appliqué cela, voilà. Oui, il faut un gendarme qui va surveiller les choses, qui va... Voilà, le Gourou, il a été plus sévère que nos analyses. Voilà, parce que vous voyez, il dit fini tout ce qui est boutique et autres, pour dire qu'on veut véritablement le changement. Et pourquoi rendre ces choses-là mystérieuses? Parce que avoir un médecin, payer bien les joueurs, un joueur qui joue au football, mais pourquoi est-ce qu'on est mort? Le contraire m'aurait étonné. Voilà, donc il faut mettre en application les choses, veiller à l'application de tout ce qui a été inscrit dans le cahier des charges, et je pense qu'on va avoir des avancées. Il y a d'autres qui ne voudraient pas que ça soit immédiat, mais pourquoi pas? Depuis 2012, on a mis les choses en place. Et pourquoi est-ce que la question qu'on devait leur poser, pourquoi est-ce que depuis 2012, ils n'ont pas eu ce changement-là? Si depuis 2012, tu n'as pas eu ce changement jusqu'en 2023, mais apparemment, j'ai l'impression que certains clubs ne savaient pas que c'était depuis 2012. Ah non, mais quand tu viens, tu crées un club de football, il faut anticiper. On n'a pas besoin de te dire d'avoir un médecin. On n'a pas besoin de te dire de payer bien ton joueur. On n'a pas besoin de dire d'avoir un comptable. Voilà, mais tout ça, c'est des choses. En tant qu'un gestionnaire, tu es conscient. Même il y a des petites entreprises qui ne payent plus par Orange Money, comme l'a dit Gourou, qui font des virements. Et pourquoi est-ce qu'un club de football qui a à sa tête des grands messieurs, des messieurs qui sont sortis du continent, qui ont fait plusieurs voyages, voilà, qui vont continuer à payer par Orange Money? Je pense que voilà, pas de publicité, Clément. Voilà, paiement mobile. C'est compris. Voilà, c'est mieux comme ça. Des sportifs aussi rencontrés dans les rues d'Abidjan se sont prononcés sur la question NGT. On les écoute. C'est une très bonne décision prise par la CAF et il appartient à la FIF, n'est-ce pas, d'encourager
les promoteurs et les chefs de club à appliquer cette bonne décision. En ce sens que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes une nation de football et en tant que tel, nous devons, n'est-ce pas, professionnaliser ce domaine-là. En ce qui concerne par exemple la relève, je pense que chaque équipe ou chaque club doit préparer une relève. Ce n'est pas toujours intéressant pour nous, n'est-ce pas, une nation de football, d'aller toujours recruter des joueurs au niveau international pour venir, n'est-ce pas, quand il s'agit d'une CAN par exemple, pour venir jouer. Je pense que c'est une bonne initiative venant de la FIF, mais j'espère que ce n'est pas à cause de la CAN qui doit se faire l'année prochaine. Voilà. Mais sinon, c'est une bonne initiative concernant dans le domaine de l'infrastructure parce qu'il manque des terrains et c'est assez compliqué pour que les joueurs puissent être à l'aise, puissent placer leur jeu sur le terrain et aussi au niveau du service médical parce qu'on a l'impression que les footballeurs sont délaissés. Aujourd'hui, quand nous essayons de voir le football à l'étranger, en Europe, en Amérique, en Asie, il y a une différence dans la gestion. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Ivoiriens courent vers l'Europe pendant que l'Afrique regorge beaucoup de richesses qui peut aider ces jeunes-là à pouvoir vraiment se nourrir, à pouvoir s'entretenir avec le métier qu'ils ont choisi. Alors pour moi et pour la bonne gouvernance et pour l'amélioration de la condition de vie de ces jeunes footballeurs ivoiriens, il sera important que les clubs puissent prendre leurs responsabilités. Dans un premier temps, il faut que les présidents des clubs, c'est-à-dire ceux qui désirent être un président des clubs, il faut avoir les aptitudes nécessaires. Il doit avoir des critères. Il doit avoir des critères de sélection, des conditions pour que ces présidents doivent respecter ces conditions. Et ensuite, lorsque tu mets un club en place, il faut que ce club puisse avoir un terrain. Quand on se promène dans les différentes communes à Abidjan, on voit les gens s'entraîner sur la terre rouge, sur du gravier. C'est vrai que même quand on partait à l'école, on faisait les pieds sur du gravier, mais le terrain est révolu. Il faut que ces clubs puissent avoir vraiment des terrains homologués. Ben voilà, de bonnes idées, hein, Bogriago. Bien sûr. Et ce qu'il dit est tellement vrai. Aujourd'hui, en 2023 encore, on parle de changement. Donc, je dis, présent, ces pays du Nord, là. Ces pays ont anticipé, ont dévancé le temps depuis longtemps, depuis plus de 30 ans. Mais après, aujourd'hui, beaucoup sont étonnés de voir les grands clubs être toujours en finale. Non, c'est un travail, c'est une préparation, c'est un développement. Et ce développement, tôt ou tard, il paye. On a vu le Sénégal travailler dans la formation. Aujourd'hui, le Sénégal gagne toutes les compétitions africaines. Non, ce n'est pas du hasard, mais c'est du travail, c'est de la préparation, c'est du développement. Et comme tu l'as dit, c'est le professionnalisme. Et comme on est professionnel, on gagne toujours forcément sur la fin. Oui, et c'est pour le bien de tous, hein, que ce soit sur le plan médical, sur le plan professionnel, Balo. Oui, mais sur le plan footballistique, parce que lorsqu'on regarde par exemple, si on fait un comparatif entre les pays du Nord, les pays du Maghreb et les pays subsahariens, le retard des pays subsahariens se situe au niveau de la structuration. Parce qu'en termes de vivier, de talent brut de joueurs, on n'a rien à envier aux pays du Nord. Mais parce que les clubs ne sont pas structurés, parce que le football n'est pas professionnel, c'est pourquoi les clubs subsahariens ont du mal à gagner certains trophées. Donc ça a des enjeux sportifs également pour nos clubs et nos pays. Parce que derrière, on aspire à prendre aussi des joueurs sur le plan local pour intégrer la sélection nationale. Mais s'il n'y a pas un cadre professionnel, comment est-ce que les sélectionneurs qui arrivent vont avoir le réflexe de prendre des joueurs sur le plan local pour les emmener à jouer des compétitions internationales où les standards sont très exigeants pour remporter les trophées. Donc c'est pour le bien du football dans son ensemble, j'estime. Bon voilà, c'est ce que tout le monde doit retenir, c'est ce que particulièrement les clubs ivoiriens doivent retenir, c'est que c'est pour le bien du football ivoirien, c'est pour le bien du football africain. On ferme donc la question LGT de ce soir et on passe au plus calé. Bon, une petite touche de jeu, on teste nos connaissances, équipe A, équipe B. Je peux continuer. Équipe A, composée de Yellow et Clément. Équipe B, composée de Balo et Bogriago. Bogriago, j'espère que vous aurez beaucoup de chance, hein, parce que ces jours-ci, là, Balo a le vent en poupe. Hein, il n'arrête pas de remporter. Hein, oui. Yellow en paie les frais. Le thème de ce soir, actualité sportive. C'est bon, on y va? OK. Première question.
une question qui concerne la Coupe du monde féminine de football 2023. Lequel de ces pays n'accueillera pas la Coupe du monde féminine de football 2023? Est-ce l'Australie? A. B. Nouvelle-Zélande? Ou C. Le Japon? L'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon? Équipe A, C, équipe B. B, c'est la réponse C, le Japon. Le mondial féminin de football se jouera du 20 juillet au 20 août 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. La deuxième question, basketball à présent. Quel club de basket NBA vient de drafter le prodige français Victor Wembanyama? A. Houston. Franchement, parce que... Mais j'ai bien prononcé quand même. B. San Antonio. C. Chicago. A, B ou C? Yellow, votre micro, on ne vous entend pas. Équipe A, oui, on y va. Équipe A, la réponse B. Équipe B, la réponse B. C'est la réponse B, effectivement. Ils ont donc choisi Victor en première position de la draft 2023. Troisième question, Coupe du monde masculine de rugby à présent. Dans quel pays se jouera la Coupe du monde masculine du rugby 2023? A. La France. B. L'Angleterre. C. La Grande-Bretagne. Est-ce la France, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne? Équipe A. Équipe A, équipe B. Vos avoirs en même temps. Toutes les deux équipes. A pour tout le monde. C'est la réponse A, la France. La 10e édition du mondial de rugby masculin aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France. Quatrième question. Quel est le record de Côte d'Ivoire du 100 mètres détenu par Arthur Cissé Gueye? A. 9 secondes 93. B. 9 secondes 89. C. 9 secondes 83. A, B ou C? Le record de 100 mètres détenu par Arthur Cissé Gueye. Oui, oui, les deux équipes en même temps. A pour l'équipe B et C pour l'équipe A. C'est la réponse A, 9 secondes 93. Il a amélioré son record personnel et national du 100 mètres en courant en 9 secondes 93 le 24 juillet 2019 en Allemagne. Il a eu chaud. Oui, mais il a réussi. Il avait le dernier ballon. Voilà, dernière question qui va vous départager. Cinquième et dernière question. Dans quelle ville se dérouleront les mondiaux d'athlétisme 2023? A. Stockholm. B. Budapest. C. Bruxelles. Dans quelle ville se dérouleront les mondiaux d'athlétisme 2023? On y va ensemble pour la dernière question. Des écritures pas possibles. B pour l'équipe A et C. C'est vraiment un C, non? C'est ça, non? Si. D'accord. Et C, d'accord. C'est la réponse. C'est la réponse B, Budapest. Les championnats du monde d'athlétisme auront lieu du 19 au 27 août 2023 à Budapest, en Hongrie. Donc, roulement de tambour. De justesse, je l'avoue, de justesse. L'équipe victorieuse est l'équipe composée de Yellow et de Clément Yeton avec 4 points. Vraiment de justesse à un seul point. Félicitations. Ouais, la régie. Attendu. Voilà le vainqueur. Quelle équipe. Bon, ballot. C'est pas grave. C'est pas où. Non, il est sonné par la défaite. Il ne s'attendait pas à cette Il a la victoire. Il a pris goût. Ballot a pris goût. Mais c'est pas bien grave. Bon, voilà,
c'est la fin de la grande team de ce soir. Bonne fête de Tabaski demain à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Nous, on sera à notre poste. On se retrouve demain en direct 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.